Et nous allons commencer donc notre soirée sur le thème de la Terre creuse. J'aborde aujourd'hui un sujet des plus insolites, celui de la Terre creuse. Inutile de dire que l'attitude des scientifiques vis-à-vis de cette hypothèse est comparable à la position du clergé catholique quand l'hypothèse de la Terre ronde fut émise à l'époque de Galilée. Au cours de l'exposé que je vous ai préparé, il ne sera pas question de vous transmettre des certitudes, mais des faits et des témoignages qui vous permettront d'établir votre opinion sur ce sujet. Voici donc cet exposé que je vous propose maintenant. Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du sujet de la Terre creuse. J'ai écrit un ouvrage sur ce sujet publié chez Amazon, mais je vais donner aujourd'hui des informations complémentaires et inédites. Voyons tout d'abord l'avis des veilleurs dans Urbatan sur cette question. Nous confirmons que la Terre est loin d'être complètement explorée, notamment dans ses profondeurs. Il existe, outre des ouvertures polaires, des portes d'accès protégées par des barrières magnétiques et des communautés d'êtres y vivants. S'il existe des ouvertures polaires, il doit donc exister un continent intérieur, comme l'ont affirmé l'amiral Byrd et le pêcheur norvégien Olaf Jansen. De multiples synchronicités m'ont conduit à comprendre l'existence des villes souterraines de l'Agartha. Comme je l'ai dit dans de précédents exposés, je vais vous raconter aujourd'hui celles qui m'ont conduit vers la connaissance du continent intérieur. Les veilleurs ont confirmé que le hasard n'existe pas. Nous rencontrons dans nos vies des synchronicités qui, si elles ne nous donnent pas des preuves scientifiques absolues, nous amènent néanmoins à la compréhension et à la conviction d'autres réalités. Ma première démarche vers la connaissance de la Terre creuse remonte aux années 75, période où je recherchais une explication plus plausible à la force de gravité. Je ne pouvais accepter les théories que l'on m'avait enseignées, que ce soit celle de la relativité qui explique la gravité comme une conséquence des courbures de l'espace-temps, ou bien celle des quanta, qui donne pour hypothèse l'existence de particules nommées gravitons, qui attireraient la Terre en se heurtant à elle, cette existence n'ayant jamais été démontrée. Mes travaux m'amenèrent à comprendre que l'espace n'est pas vide, contrairement au postulat de la relativité, mais rempli de particules, et j'ai démontré que ces particules sont à l'origine de la gravité. J'avais franchi une première étape, c'était en 1975. Au cours des 15 années qui suivirent, je compris, en étudiant l'interaction entre le milieu, la matière et l'antimatière, que les étoiles étaient creuses et que l'antimatière que les scientifiques recherchent en vain se cache en fait au cœur des étoiles. J'accumulais les preuves scientifiques qui accréditent cette hypothèse, preuves que je donne dans plusieurs de mes ouvrages. C'est alors que je m'interrogeais. Si les étoiles étaient creuses, se pourrait-il que les planètes le soient elles aussi? Et si j'avais des preuves et des observations scientifiques pour les étoiles, je n'avais qu'une hypothèse et des synchronicités pour envisager que peut-être les planètes et la Terre en particulier pouvaient être creuses elles aussi. Selon les scientifiques, les planètes se seraient formées en rassemblant des morceaux de matière éparses dans l'espace. Mais les seules forces gravitationnelles ne permettent pas cette agglomération. Les astéroïdes situés entre les orbites de Mars et de Jupiter ne s'assemblent pas. Les scientifiques expliquent même qu'ils résultent de l'explosion d'une ancienne planète.
matière issue de la couche externe. Les planètes seraient creuses et les ouvertures polaires se formeraient par l'intermédiaire des forces centrifuges. Alors, peut-on affirmer que la Terre est creuse et qu'elle est habitée par des êtres ayant atteint un niveau de sagesse difficilement compréhensible pour la majorité des humains? Bien sûr que non. Malgré la théorie émise, malgré les arguments scientifiques que je donne pour les étoiles et l'hypothèse pour les planètes, malgré les témoignages de l'amiral Byrd comme ceux du pêcheur norvégien Olaf Jansen, force est de reconnaître que nous n'avons pas encore les preuves formelles de cette possible réalité. Seule la réussite de l'expédition pôle Nord, qui devait avoir lieu avec le brise-glace nucléaire Yamal, aurait pu apporter des preuves irréfutables. Je vais vous raconter les synchronicités qui m'ont amené à connaître cet extraordinaire voyage avant qu'il ne soit annulé à la suite de circonstances étranges et dramatiques. Marcello Martorelli, écrivain argentin, devait être du voyage. Il publia un premier ouvrage qui porte le titre en français « L'appel planétaire des maîtres de la Terre creuse », publié aux éditions Helios, puis un second ouvrage « Contact physique établi », publié en langue espagnole seulement. J'étais ami avec Nelly Lewis qui traduisait des ouvrages de l'espagnol vers le français. Elle connaissait mon intérêt pour ce sujet de la Terre creuse. Un jour, elle me téléphone pour me dire qu'elle est en train de traduire l'ouvrage d'un auteur argentin qui porte le titre d'Appel planétaire des maîtres de la Terre creuse et me propose de m'envoyer une copie PDF de sa traduction en français avant même qu'il ne soit publié. C'est ainsi que je prends connaissance du voyage d'exploration au pôle Nord organisé par l'Américain Steve Curry. Une seconde synchronicité allait se produire lorsque, peu de temps après, je reçois un mail de Pierre qui me dit avoir lu mon premier ouvrage, Sciences secrètes, et m'informe qu'il est inscrit au voyage de Steve à bord du brise-glace nucléaire Yamal à la recherche de l'ouverture polaire nord. Il me demande si j'accepte de lui expliquer ma théorie pour la transmettre à ses compagnons de voyage. Mes échanges avec Pierre dureront 6 mois. Mes explications sont à votre disposition dans mon ouvrage, et même plus, puisqu'un autre interlocuteur, Étienne, me poussa plus loin encore pour expliciter ma théorie. Marcello était aussi en relation avec Pierre. Dans son second ouvrage, il apporte des compléments d'information sur les raisons pour lesquelles ce voyage d'exploration fut annulé. Il rapporte les étranges coïncidences qui ont entraîné la mort de Steve Curry. Avec l'autorisation de Marcello Martorelli, je publie de larges passages de son second ouvrage. Mes travaux scientifiques sur la question de la Terre creuse, puis les multiples synchronicités vécues, comme si une intention extérieure voulait attirer mon attention sur cette possible réalité, ont été publiés dans cet ouvrage qui porte le titre de La Terre creuse, échange avec Pierre et Étienne, suivi d'extraits du second ouvrage de Marcello Martorelli. Malheureusement, ce voyage allait être annulé à la suite de la mort tragique de son organisateur. Voici ce qu'en dit Marcello Martorelli. Un temps relativement long, passé en silence, s'écoula à la suite de la disparition de notre cher et respecté ami Steve Curry. Après avoir consulté Maître Sakem, je décidai de faire connaître mon opinion
et ma position en publiant une lettre ouverte en lien avec notre nouvelle expédition redevenue possible grâce à la direction assumée par le docteur Brooks Agnews. Cette lettre ouverte de Marcello à ses amis expéditionnaires figure dans mon ouvrage, je ne vais pas la redonner ici. Elle fut décisive dans l'annulation du voyage d'exploration. Les participants reçurent le remboursement des versements effectués, mais cela ne compensait pas l'immense frustration de n'avoir pu participer à une telle aventure. Mon ami Pierre me fit part de sa déception. Comme tous les participants, il lui fallut comprendre les raisons de cette annulation, mais aussi peut-être que ce n'était que partie remise. Un jour ou l'autre, nous aurons les preuves de l'extraordinaire structure de notre planète, de l'existence du continent intérieur et des êtres de sagesse qui y demeurent. Mais personne ne connaît la date d'un tel événement, à moins que nous n'extrapolions les informations transmises par les veilleurs d'Europatan. Nous avons eu, Anna et moi, le privilège de dialoguer avec ces veilleurs qui se disent nos pères et les gardiens de la tradition. Comme je l'ai dit précédemment, ils ont confirmé l'existence des ouvertures polaires, mais aussi des villes souterraines qui appartiennent au réseau de l'Agartha. Ils ont clairement exprimé le fait que les rencontres ne se feraient pas dans notre dimension, mais dans une dimension supérieure, lorsque celles et ceux qui auront atteint un niveau spirituel suffisant se seront élevés. Marcello et son maître insistent sur le travail que nous avons à faire pour progresser et devenir aptes à rencontrer les maîtres du continent intérieur, mais aussi les habitants des villes souterraines qui se situent au sein de l'écorce terrestre dans une fréquence plus élevée que la nôtre. Voici ce que les veilleurs ont affirmé. Nous confirmons que les contacts sont rendus possibles sans risque de perturbation du continuum temporel par la capacité développée par les humains à contrôler l'expansion de conscience. Il leur avait été demandé si une collaboration serait possible et ils avaient répondu. Plus que possible, elle est attendue puisque l'humanité doit siéger au sein de la Confédération lorsque nos enfants viendront revendiquer la place qui leur est réservée dans l'Alliance des mondes. Une de nos grandes missions sera alors achevée et nous en serons infiniment heureux. Vous parlez d'une vague énergétique qui doit traverser la Terre et favoriser la transition. Vous commencez à en ressentir les effets qui vont aller en s'accentuant. Il est difficile de situer dans le temps humain une date puisque les choses se produisent en fonction des choix individuels et collectifs, ce qui veut dire que les choses arrivent quand l'homme est prêt. Toutefois, une période de bilan a été établie pour l'année 2025. Il reste donc peu de temps à votre espèce pour prendre les bonnes décisions. Nous veillons sur vous. Nous avons placé des boucliers énergétiques, mais nous ne pouvons pas modifier vos choix et les conséquences de vos actes. Le but de Europatan est de faire prendre conscience de l'urgence des temps, de l'urgence à travailler sur soi afin d'obtenir l'albédo suffisant pour gravir les dimensions. Marcello parle de ce terme dans son ouvrage. Il explique que les maîtres déterminent notre évolution à partir de ce critère. L'albédo est le rapport, exprimé en pourcentage, du rayonnement que toute surface réfléchit par rapport au rayonnement incident. Notre albédo serait donc la quantité de lumière que nous sommes capables de recevoir et la quantité de cette même lumière que nous réfléchissons au profit des autres. Cette interprétation laisse entrevoir comment ce paramètre peut être pris comme mesure de la conscience et indique comment des êtres
êtres évolués peuvent suivre l'état de notre propre évolution. Notre Terre est entrée dans une région de l'espace où la quantité de lumière devient de plus en plus importante. Les milieux scientifiques en parlent. Apprenons à nous ouvrir à cette lumière, ouvrons notre cœur à la compassion et ne nous laissons pas séduire par les fallacieuses promesses d'un bonheur électronique. J'ai longuement travaillé sur la physique quantique, l'astrophysique, l'alchimie et les sciences de la vie. J'ai vulgarisé mes découvertes dans plusieurs de mes ouvrages. J'ai travaillé sur les connaissances liées aux synchronicités si chères à Philippe Guimand et je dois reconnaître que cet ouvrage de la Terre creuse est le fruit de nombreuses synchronicités. J'espérais que ce voyage à bord du Yamal confirmerait le bien fondé de ma théorie, mais les temps n'étaient pas encore venus et après l'annulation du voyage, je demeurais discret sur ce thème et mon ouvrage sur la Terre creuse n'aurait jamais vu le jour si l'un de mes amis ne m'avait informé être en contact avec Marcello, alors même qu'une forte intuition me poussait à éditer mes échanges avec Pierre et Étienne. Cela me poussa à demander à Marcello l'autorisation de publier certains extraits de son second ouvrage. Dans celui-ci, Marcello nous parle des contacts physiques qu'il a eus avec les maîtres de la Terre creuse. Cette information rejoint celle donnée par les Pléiadiens et les Veilleurs. Je rappelle cependant que ces maîtres ne souhaitent pas entrer en contact avec nous pour l'instant. Les premiers contacts, comme je l'ai déjà dit, se feront tout d'abord avec nos frères et sœurs atlantes, puis avec les Télosiens lorsque nous aurons rejoint la 4e dimension, puis les Pléiadiens en 5e dimension. L'incertitude demeure quant au contact avec les maîtres de la Terre creuse. Sans doute devrons-nous avoir construit tout d'abord l'âge d'or qu'eux-mêmes ont su construire voici bien longtemps déjà. Voilà, cet exposé est terminé. Je vais vous donner la parole pour des questions qui tournent, si possible, autour du sujet de la Terre creuse. Bien. Bonjour. Je vais vous parler aujourd'hui du sujet de la Terre creuse. J'ai écrit un ouvrage sur ce sujet. Bon. Et ben voilà, l'exposé est terminé. J'espère que vous allez avoir un certain nombre de questions. Et je vois que Caroline a déjà levé la main, comme à son habitude, et toujours la première. Caroline, merci beaucoup de participer. Je te donne la parole pour cette première question. Oui, merci Claude, c'est très intéressant. On a vraiment envie d'en savoir plus en fait, donc je vais acheter plein de bouquins, là je le sens. Est-ce que j'ai bien compris, est-ce que les habitants de la Terre creuse sont dans une autre dimension en fait? Il n'y a pas sous la Terre, si tu creusais des milliards et des milliards de kilomètres, tu ne trouverais pas un autre continent comme le nôtre. Ils sont là dans une autre dimension, ou est-ce que j'ai pas compris? Alors, il semblerait, Caroline, qu'il y ait, comme sur la surface extérieure, 7 dimensions. C'est-à-dire qu'en extérieur, il y a 7 strates, donc 7 continents extérieurs, et à l'intérieur, c'est la même chose. Ça veut dire qu'il y a aussi à l'intérieur de la Terre une 3e dimension et qu'il y a des êtres de 3e dimension qui vivent. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, un certain nombre de personnes qui racontent leur extraordinaire épopée et voyage au centre de la Terre creuse, c'est le cas de l'amiral Byrd, qui dit avoir rencontré des êtres qui mesurent 3 mètres de haut. Il raconte parfaitement, il faut lire le récit de l'amiral Byrd, c'est vraiment très intéressant. Il y a un autre récit qui est celui du pêcheur norvégien Olav Jensen, qui raconte aussi qu'il a rencontré des êtres. Donc il pêchait dans
en Arctique avec son père et ils se sont perdus. Donc pendant un certain nombre de jours, ils ont dérivé et ils sont arrivés, ils sont rentrés dans une zone où il n'y avait plus d'iceberg, etc. Ils ont progressé, etc. Ils sont rentrés à l'intérieur de la Terre creuse. Et là, ils sont restés 2 ans, d'après ce que Olaf Jansen raconte. Et donc, ils ont rencontré des êtres qui étaient aussi des géants. On a le récit, j'en parlerai tout à l'heure, ça figure dans Télos, pour ceux qui l'ont lu, d'un des habitants de la Terre creuse, qui dit aussi qu'il mesure 3 mètres de haut, et que apparemment, eux vivent comme nous en 3e dimension. C'est-à-dire, il semblerait qu'il y ait cette structure, cette dimension extérieure, cette dimension intérieure. Donc il y a des êtres aussi sur le continent intérieur qui vivent dans les dimensions supérieures probablement. D'accord. Tu pourrais nous donner ta bibliographie, s'il te plaît, parce que j'ai pas pu tout noter, puis on n'entend pas trop bien, donc... Oui, je pourrais la donner en transmettant le lien vers bien sûr. Alors, quand tu parles de biographie, c'est quels ouvrages? Parce que sur l'amiral Byrd, c'est sur Internet. Hein. Il suffit de taper amiral Byrd. Olaf Jansen, c'est pareil. Il n'y a pas eu d'ouvrage publié de leur part. Hein. Par exemple, s'il y a peut-être sur l'amiral Byrd des écrits, mais moi je ne les connais pas très bien, de gens, mais c'est pas l'amiral Byrd lui-même qui les a écrits, ce sont des gens qui ont repris les carnets de l'amiral Byrd. Et ça, on le trouve directement en tapant dans un moteur de recherche amiral Byrd. D'accord, ok. Bon ben, d'accord. Avec la fonte des glaces, on va trouver plein de trucs. Moi, probablement. J'espère qu'on va trouver l'orifice polaire d'or. Mais il semblerait, puisqu'on parle des orifices, qu'il y ait que ces orifices ont des pulsions, c'est-à-dire ils s'ouvrent, ils se ferment, ils s'ouvrent, ils se ferment. Il semblerait que, d'après les informations que j'ai reçues, que ce soit des ouvertures qui ont un mode de pulsation. Donc elles sont tantôt fermées, tantôt ouvertes. Donc il faut connaître les dates à laquelle elles s'ouvrent. Michael, je suis content que tu prennes la parole, tu l'as demandé. Pourquoi? Parce que c'est toi qui m'as mis en relation avec Marcello Martorelli et qui m'a permis de prendre contact avec lui et puis de pouvoir publier une partie de ses écrits de son 2e ouvrage. Donc ouvre ton micro et puis pose ta question. Oui, je voulais revenir justement sur Marcello. Ça fait maintenant longtemps que je ne l'ai pas eu en Skype avec sa femme, ça doit faire près d'1 an malheureusement. Mais moi, je distingue en fait 2 parties dans l'œuvre de Marcello Martorelli, puisqu'il y a d'un côté le livre qu'on connaît en français, que tu as cité, il l'appelle L'intérieur des maîtres de la Terre creuse, et l'autre livre, Contact physique établi, qui existe aussi en anglais. C'est grâce à ça d'ailleurs que j'ai pu le lire, puisqu'il a été traduit de l'espagnol en anglais. C'est un second ouvrage qui, moi, me paraît peut-être beaucoup moins fiable que le premier. Alors, autant le premier est très emballant, très spiritualisant et intéressant, où Marcello raconte sa vie, finalement, de son enfance jusqu'à, si je me souviens bien, l'année 2004, qui est l'année de la mort de son maître Jaco Albala, le Mahatma de l'Occident. Une sorte de grand ésotériste argentin qui fait un peu penser à ces grands initiés du Haut Conseil décrits par Raymond Bernard dans les rencontres avec l'insolite. Et pour ce qui est de l'autre ouvrage, en revanche, qui démarre à la mort donc, de ce maître jusqu'à nos jours à peu près, là c'est beaucoup plus problématique parce qu'il affirme beaucoup de choses que pour ma part je sais très vraisemblablement être fausses grâce à d'autres sources très particulières que j'ai eu le bonheur d'avoir. Donc je ne peux pas trop parler comme ça, et du coup j'ai été un peu en retrait par rapport à Marcello, parce que je ne sais plus trop quoi penser. Et j'en suis venu à une hypothèse, je ne mets pas du tout en doute la sincérité de Marcello, c'est un homme merveilleux, d'un très grand humanisme, d'une immense générosité, mais par contre je ne serais pas surpris qu'il soit manipulé. Il se trouve que depuis quelques années, il est en relation avec quelqu'un qui est un soi-disant voyageur du temps, qui est même en contact avec la CIA, et je ne serais pas surpris qu'il soit lui-même manipulé par la CIA pour qu'il nous envoie de fausses informations à l'insu de son plein gré, comme disait l'autre, pour que certains naïfs s'embarquent là-dedans
et adhère à une vision qui en réalité est très anxiogène. Parce que quand on lit bien le second livre de Marcello, on se rend compte que c'est une vision qui peut être très anxiogène et qui n'est pas nécessairement la meilleure, alors qu'on est amené, nous, à envoyer des pensées de vibrations positives, de succès par rapport à la Terre, à ce que tu décrivais par rapport au passage de la lumière, et c'est très plombant en réalité. Et il y a tout ce côté service secret américain qui, moi, me gêne, même si en même temps, il y a des choses très belles comme le concept de l'albédo. Donc je suis en retrait, je suis très prudent sur le second ouvrage de Marcello. Donc ça, c'est une chose. La seconde, pour répondre à ce que Caroline disait sur la partie physique de la Terre creuse, oui, il y a effectivement Radu Sinama, par exemple, un auteur roumain. Alors lui, il est proche des services secrets roumains. De toute façon, quand on s'intéresse à la Terre creuse, on rencontre toujours les services secrets à un moment ou à un autre. Alors c'est pareil, les livres de Sinama, est-ce que tout est fiable ou pas, c'est un autre problème. Certains ont été traduits en français, d'autres uniquement en anglais. Toujours est-il qu'il écrit dans ses ouvrages une partie de la Terre creuse qui est totalement physique, totalement troisième dimension. Donc il y a un mix, comme tu disais très bien, d'une partie effectivement où on doit partir dans une extradimensionnalisation et une autre par contre qui est totalement physique. Donc il y a les deux à la fois. Voilà, je pense que c'est ce qu'on pouvait dire déjà en première partie. Bien, merci Michael. En tout cas, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai une interférence là. Si peut-être coupe ton micro, Michael. Je sais pas. Excusez-moi, je vais regarder. Non, pourtant tous les micros sont coupés. Ok. Donc je vais répondre à Michael. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Michael. Il faut être prudent quand on lit ce genre d'ouvrage parce que l'on sait toujours qu'il y a la possibilité d'une part de manipulation, comme tu l'as dit très très justement. Et il est certain que sur ce thème très très particulier, certains services, peu importe lesquels, ne souhaitent absolument pas que certaines révélations soient faites. Donc qu'il y ait des manipulations, c'est fort probable. De même qu'il est fort probable que l'expédition qui avait été organisée par Steve Curry ait été annulée par d'autres raison qu'une mort naturelle. Il ne faut pas oublier que Steve Curry est mort en quelques mois, 3 mois maximum, de 8 nodules cancéreux au cerveau, alors qu'il était parfaitement sain de corps et d'esprit. Et donc, oui, il est certain que ce genre de choses attire les services secrets, comme tu l'as dit, Michael. Donc, en effet, il faut être prudent et que Marcello ait été, pour son deuxième ouvrage, manipulé, c'est fort possible. Il est même possible que certaines personnes qui l'ont approché, qu'il cite lui-même, et comme tu le disais, je pense qu'il était lui-même de très très bonne volonté, mais peut-être trop gentil, et ayant peut-être la possibilité d'être lui-même abusé. Enfin, une chose qui est certaine, c'est que les maîtres de la Terre creuse nous transmettent que des messages positifs. Et donc tout ce qui pourrait être relativement négatif n'émane pas d'eux, c'est sûr et certain. Ça, c'est clair et net. Voilà, merci à toi, Michael. Je vais donner la parole à Sabine. Sabine, mets ton micro. Alors. Oui, c'était pour signaler que lorsque vous citez des personnes, etc., on n'entend pas très bien et donc on n'a pas le temps d'enregistrer les références. Donc par exemple, j'ai noté Marcello, vous avez parlé de ses ouvrages, mais voilà, je suis un peu perdue par rapport aux références j'entends beaucoup de personnes que je ne connais pas citer, et ensuite je n'ai pas les références qui correspondent. Voilà, ça c'était la première chose, parce que ça va vite, parce qu'il y a beaucoup de noms qu'on ne connaît pas et on a du mal à accrocher à s'y retrouver. Et une autre question, donc toujours par rapport aux ouvrages, ça c'est une question pour Claude particulièrement. Vous avez écrit plusieurs ouvrages et vous dites mes livres, mais d'après ce que j'ai noté, ce sont sous des pseudonymes. Et je me demandais pourquoi il y avait ces pseudonymes et pas votre
nom Claude Delarose, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord. Pour une bonne et simple raison, c'est que je ne souhaite pas être connu et que j'ai tout fait au cours de ma vie pour travailler dans l'ombre, être incognito, parce que au cours de mes recherches, j'ai abordé des questions, on vient de l'évoquer avec Michael, qui peuvent nous provoquer pas mal de soucis. Je connais beaucoup de gens qui ont eu de sérieux soucis, pour ne pas dire même qui ont été éliminés, parce qu'ils touchaient des questions qu'ils ne devaient pas toucher. Bon, j'ai travaillé sur l'énergie libre, par exemple. Il est certain qu'aujourd'hui, nos gouvernements et tous les services secrets ne souhaitent absolument pas que ce soit connu du grand public et que tout est fait pour éradiquer. Il y a des gens qui ont été mis en prison, je pense à Searle, il y en a beaucoup qui ont eu de très sérieux ennuis. Donc, les pseudonymes que j'utilise, peut-être que Claude Delarose n'est pas mon vrai nom, après tout vous n'en savez rien, eh bien il vaut mieux être prudent, voilà, c'est l'unique raison, c'est la prudence. Bon, aujourd'hui j'ai moins lieu d'être prudent, j'ai 81 ans, bon, je suis au seuil de mon existence, donc je risque beaucoup moins, mais quand j'avais 40 ans, j'avais intérêt à être quand même très protégé, donc l'anonymat est quelque chose d'important. Même mon éditrice ne m'a pas connu sous mon vrai nom, donc vous voyez à quel point j'ai poussé quand même les recherches d'anonymat. Si vous la contactez, elle vous donnera un autre nom que mon vrai nom. Même le contrat a été fait sous un autre nom, voilà. D'accord. Et dernière question, c'était par rapport aux différentes dimensions au niveau de la Terre creuse. S'il y a des êtres qui sont dans la troisième dimension, on devrait les voir, puisque nous, on est dans la troisième dimension. Ah ben on peut aller les voir, mais à condition d'aller sur le continent intérieur. C'est-à-dire que si vous voulez aller sur le continent intérieur, eh bien vous devez prendre peut-être un engin volant, et puis il faut que vous rentriez à l'intérieur du continent intérieur. Cela se fait par les ouvertures polaires. Il y en a une au pôle nord, il y en a une au pôle sud. Donc c'est comme ça d'ailleurs que l'amiral Byrd lui-même a dit qu'il est rentré à l'intérieur du continent lors d'un vol de reconnaissance. C'est tout à fait par hasard, il faisait un vol de reconnaissance au-dessus du pôle Nord et à un certain moment il est rentré dans une zone où il y avait de la verdure, etc. Donc si vous voulez aller dans la troisième dimension à l'intérieur de la Terre, il faut passer par inévitablement les ouvertures polaires nord et sud, et comme je l'ai dit tout à l'heure, comme elles ont un mouvement de pulsion, elles s'ouvrent, elles se ferment, sous les différentes énergies, il faut connaître aussi le moment où on peut entrer. Ai-je répondu à votre question, Sabine? Oui, tout à fait. Donc ça veut dire qu'entre l'amiral Byrd et puis le pêcheur dont vous avez parlé, ça fait déjà deux sources qui ont vu. Alors ça, ce sont deux sources, mais il y a beaucoup d'autres sources dans la littérature ésotérique qui parlent de ce continent intérieur. Vous lisez les livres de Telos. Alors Telos, c'est il y a 3 ouvrages de Telos qui ont été écrits par le grand prêtre de Telos, Adama, et il dit lui-même que le continent intérieur est leur lieu de villégiature. Ils vont passer leurs vacances sur le continent intérieur depuis la cité de Telos. Il existe des tunnels qui relient les cités intraterrestres. Je rappelle, il y en a 120 sur toute la Terre. Et il y a des tunnels qui emmènent, qui relient les différentes villes, mais qui aussi leur permettent d'aller sur le continent intérieur. Mais ce n'est pas les seuls. Je citais tout à l'heure, avant que je ne commence la conférence, à Caroline, je lui parlais d'un livre que je trouve extraordinaire, c'est le livre Boans. Eh bien, Boans, c'est l'une des cités, des 120 cités intraterrestres, et c'est l'une des 56 villes qui ont participé à la construction du champ électromagnétique de la Terre. Et donc, Aïs-Nazé a écrit donc, cet ouvrage Boans, et lui-même dit, quand il est venu sur Terre, ça remonte à plus de 100 000 ans, hein,
Il est passé par l'ouverture polaire nord et ils ont construit, il n'était pas seul bien sûr, ils ont construit leur cité à partir du continent intérieur. Il n'y a pas de tunnel qui relie sa cité à l'extérieur. Par contre, il y en a qui relient le continent intérieur, d'après ce qu'il dit dans son ouvrage. Mais il y a d'autres ouvrages aussi qui parlent du continent intérieur. Vous lisez Gobaï, pareil. Gobaï, c'est une autre cité intraterrestre. Il parle aussi du continent intérieur. Donc, on a un certain nombre de témoignages. Moi, je vous citerai tout à l'heure un certain nombre de témoignages de Ignalia. Ignalia, c'est la porte-parole du collectif Soria. Et vous verrez, je peux vous en lire un de ces témoignages, par exemple. Votre centre de la Terre est creux et possède son propre soleil et générateur de vie. Une flore y pousse également et reçoit la vie de milliers d'insectes, d'animaux. Désolé de lever ce voile, mais il faut regarder la vérité dans sa théorie pour la découvrir dans la matière. Voilà un passage, mais j'en ai d'autres. J'ai d'autres passages que je pourrais vous citer au fur et à mesure que cette soirée avancera, mais je vois qu'il y a beaucoup de questions, donc je vais... Sabine, tu as terminé ? J'ai terminé, merci beaucoup. Merci à toi Sabine. Anna ? Oui. Vous m'entendez ? C'est bon ? Oui, c'est bon. Bon. Oui, moi je voulais revenir un petit peu sur les sources, puisque ça c'est assez intéressant, tout le monde peut y avoir recours. Il y a des sources auprès aussi de Jules Verne, de Sir Arthur Conan Doyle, de grands écrivains, de Sir Butler Lytton, qui était l'auteur des Derniers jours de Pompéi. Ils ont évoqué la possibilité effectivement de mondes souterrains. Il y a le fameux Voyage au centre de la Terre, il y a le Monde perdu de Conan Doyle, il y a les Indes noires de Jules Verne. Alors il faut savoir par exemple que Jules Verne était membre de plusieurs sociétés philosophiques éminentes, dont la Société Angélique. Il était franc-maçon d'un très haut niveau. Et apparemment, ces auteurs, eux, se sont servis de la fiction pour faire passer à l'époque des données auxquelles ils croyaient profondément. Alors, pour parler de témoignages plus contemporains, il y a un auteur qui s'appelle Charles Berlitz, qui a eu un livre qui a été un best-seller sur le triangle des Bermudes, et qui a donc, on va dire, commis un deuxième ouvrage qui s'appelle Sans traces, sans aucune trace, sans S-A-N-S, trace T-R-A-C-E-S, et où il y a une étude très très intéressante sur les phénomènes d'apparition et de disparition d'engins, mais aussi d'apparition et de disparition de bateaux, d'avions, de compagnies de soldats. Il y a des témoignages tout à fait extraordinaires et vraiment intéressants, et où il évoque la possibilité de continents souterrains, d'entrée de la Terre creuse. Il faut lire ce livre, je crois, il est peu connu, il est très très intéressant, donc Sans traces de Charles Berlitz. Et puis pour donner donc un autre témoignage, on va dire vécu, alors je ne sais pas si Claude s'en souvient, mais lorsque nous avons voyagé au Mexique, le chef Maya, Ombatz, nous a évoqué qu'à un moment donné, à l'époque où Christophe Colomb est arrivé aux Amériques, on va dire, les sages mayas avaient rêvé la venue des conquistadors et le danger que ça représentait, et avaient caché des artefacts dans des cités souterraines. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Claude, il nous en a assez longuement parlé. Oui, je crois, oui. Dont des disques volants qui se manipulaient en frappant les bords avec un bâton, dont ils se déplaçaient avec le son. Je ne sais pas si tu te souviens de cette description qu'il nous a fait. Oui, oui. Et de beaucoup d'objets en or massif, puisque l'or pour eux n'avait pas la valeur que nous lui attribuons, mais avait une valeur par rapport aux dieux. C'est-à-dire que les objets d'or étaient réservés aux dieux qu'ils adoraient. Alors ces dieux, ils nous en ont parlé, c'était de très grande taille, entre 3 mètres et 3 mètres 50. Et il faut savoir que sous la grande pyramide du Yucatan, Chichén Itzá, et surtout Palenque, il y a le tombeau de 2 êtres venus des étoiles, qui font plus de 3 mètres, puisque les sarcophages font plus de 3 mètres à 3 mètres 50. Et qui reste encore le fameux masque de jade qui est au musée de Mexico, qui était le masque mortuaire de l'un d'entre eux, puisque ce seraient les 2 seuls aliens morts sur la Terre. C'était un mystère pour les Mayas, parce qu'ils les disaient immortels. Et ces 2-là, qu'ils appelaient Tepen et Gugumatz, sont décédés
des raisons mystérieuses et ont été inhumés dans les grandes pyramides du Jabbar. Donc il y en a une à Palenque et il y en a une à le pays à côté, juste à côté du Mexique, Guatemala, pardon. Au Guatemala, donc la deuxième pyramide qui est encore un peu plus grande que la première. Donc ça, ce sont des témoignages, on va dire, vécus, puisque même les Indiens Lacandon nous ont parlé de ces cités mystérieuses. Moi, j'avais posé une question, on a eu la chance de rencontrer des Lacandons, qui est la plus vieille ethnie maya du Mexique. Et moi, je m'étonnais de la présence de sources d'eau. Je pense que tu te souviens, Claude, quand nous avons été à Agua Azul, qui est un fleuve assez impressionnant, qui aurait les mêmes propriétés que le Gange, c'est-à-dire que l'eau ne peut pas se polluer. Quoi que ce soit que l'on mette dedans, l'eau ne se pollue pas, elle reste parfaitement pure. Et c'est un fleuve où on va laver le karma du monde. On a fait une cérémonie pour laver le karma du monde, etc. Et l'eau arrive par des cataractes, des sources, des chutes assez impressionnantes. Et je me demandais d'où venaient ces chutes. Et à ce moment-là, Ombatz m'a emmené voir le chef Lacandon pour lui poser la question. Et le chef Lacandon m'a dit qu'il y avait une centaine de cités cachées, inconnues complètement des hommes, et que si je le souhaitais, il m'emmenait là-bas, mais à condition que j'accepte de partir 6 mois dans la jungle sans aucun contact avec la civilisation. Ce qui, pour des raisons familiales, était totalement impossible. Mais il y a beaucoup de mystères sur notre planète. Je crois qu'il y a beaucoup de lieux qui ne sont pas découverts. Et il y a beaucoup d'entrées, et je dois dire que dans la région où je me trouve, il y a une entrée, puisqu'il y a le musée de Néandertal. Vous savez que c'est l'endroit où on a découvert l'homme de Néandertal, et où les locaux parlent de grottes qui s'enfoncent profondément dans la terre avec une race d'êtres sauvages, un peu le Sasquatch, le Yeti. Et on a beaucoup de récits et de légendes parlant de grands hommes velus qui de temps en temps sortent de dessous la terre pour venir faire un tour. Ils sont très pacifiques, hein. Apparemment ils sont très gentils, et les gens ne semblent pas en avoir peur du tout. Donc vous voyez un petit peu en mélange les témoignages verbaux, écrits, et puis les sources livresques, y compris dans la soi-disant fiction, qui n'est souvent que le déguisement de la réalité. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Merci Anna. Je préciserai quand même que ce sont des présomptions, des très fortes présomptions pour moi, mais que ce ne sont pas des certitudes du point de vue scientifique. C'est-à-dire que pour avoir des certitudes scientifiques, il faut y aller. Et c'était le but d'ailleurs de ce voyage organisé par Steve Curé, d'aller apporter des preuves formelles. Malheureusement, son voyage a été annulé à la suite de sa mort rapide. Je l'ai dit tout à l'heure, 3 mois par 8 nodules cancéreux au cerveau. Ben voilà, le voyage a été annulé et n'a pas pu avoir lieu. Bien, Marielle, tu as la parole maintenant, si tu veux la prendre. Tu ouvres ton micro. Oui, bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous connaissez la personne qui s'appelle Lulu Lumineuse, qui explique aisément justement ces voyages, je dirais, dans le monde intérieur de la Terre, et elle le décrit véritablement comme vous en parlez. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est complètement disponible et ouverte sur YouTube, hein. Vraiment on peut l'écouter facilement. Ça c'est une première chose. Donc après on prend pas ces informations, mais bon, c'est une jeune femme qui depuis très petite a été connectée, voilà, avec tout le monde de l'énergie, et que ce soit à l'extérieur de la Terre ou intra-terre. Et puis je voulais savoir si le mont Bugarache avait justement, puisque je suis allée le découvrir en début de cette année, est-ce que ce mont-là, auquel on cite qu'il y a toujours des nuages assez étonnants, et je l'ai confirmé en étant là-bas, qu'effectivement on se dit punaise, c'est pas possible, il fait très très beau, puis il y a des nuages au-dessus, même en montant à son sommet au mois de mars,
avril, j'étais carrément dans les nuages et on voit rien. Donc effectivement, je me dis bon bah c'est quand même assez bizarre de pas pouvoir avoir une vue aussi claire, alors que quand on est en bas, le temps était magnifique. Et donc je me dis, est-ce que vous avez eu connaissance ou pas de cette ou vérifié comme quoi ça peut être une entrée vers justement cet intraterre. Voilà. Alors, selon la tradition, en effet, Marielle, il semblerait qu'il y ait en France 3 cités intraterrestres qui appartiennent aux 120 villes du réseau de l'Agartha. Et qu'il y en aurait une d'origine atlante qui serait sous ce mont Bucarach que vous venez de citer. Il y en aurait une autre de ces cités qui serait sous la ville de Toulouse. Et j'ai la chance d'en avoir une à proximité de chez moi, en Provence. Il y en a une autre qui s'appelle Andros Meda, qui serait aussi d'origine lémurienne. Alors ce sont des villes là qui sont relativement récentes par rapport aux très très anciennes villes que je vous ai citées, comme Gobai ou Boanse, ou comme d'autres cités. Ces cités-là ont été construites il y a 1 million d'années. C'est déjà très 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 ancien. Et elles hébergent surtout des extraterrestres. Il faut savoir que dans les 120 villes du réseau de l'Agartha, il y a des cités qui sont relativement récentes, qui ont été construites par des descendants des Atlantes avant la grande catastrophe, par des Lémuriens avant la disparition de la Lémurie sous le Pacifique. Et il y a aussi un nombre relativement important de villes d'une très ancienne civilisation que l'on appelle l'Hyperborée. Donc ça, ce sont des cités intraterrestres qui originent de nos anciennes civilisations. Pour beaucoup d'autres, ce sont des frères et sœurs de l'espace qui viennent pour certains de galaxies lointaines et qui ont, je dirais, pour nous, une réalité très difficile à percevoir, puisque si on écoute Ainazé, que j'ai cité tout à l'heure, il vit dans le même corps depuis plus de 100 000 ans. Il origine d'une galaxie qui est la 4e galaxie au-delà de la nôtre, donc cela représente des centaines de millions d'années-lumière. Donc pour nous, c'est quelque chose qui est très difficile, bien sûr, à comprendre. Mais comme il le dit, ils ont acquis des capacités qui pour nous semblent pratiquement relever des dieux. Or, ils ne se considèrent vraiment pas comme un dieu. Ils se considèrent vraiment comme un humain, comme nous. Et j'admire, moi, sa grande, d'une part, lucidité, simplicité, tout en ayant atteint apparemment un niveau d'évolution qui nous semble être quand même assez extraordinaire. Voilà. Marielle, c'est bon ? Oui, et je voulais également dire peut-être, parce que c'est en écoutant toute l'expo que vous avez faite et puis les éléments qui ont malheureusement arrêté la volonté de découvrir physiquement quelque chose, je me dis que de toute façon, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, si on est de bonne volonté de mettre en lumière des vérités, je pense qu'il y a certaines situations qui font qu'on nous empêche d'en découvrir ces vérités. Donc je me dis qu'aujourd'hui, on est de plus à même à pouvoir déjà en parler comme ça entre nous, mais en même temps, me dire que les possibilités que l'on va vivre ou qu'on va découvrir, je pense effectivement va dépasser notre entendement, même si on peut y être prêt. Je le pense, si on en croit ce que l'on nous annonce, je pense qu'en effet on va vivre de très très belles expériences, tout au moins pour ceux qui commencent à prendre conscience de ces réalités que nous évoquons, enfin je dirais de ces possibilités de réalité. Allez, on va rester quand même un tout petit peu scientifique quand même, mais je pense en effet que nous devrions vivre des choses assez étonnantes, je dirais, assez étonnantes. Voilà, espérons-le en tout cas, parce que je pense que changer de paradigme, changer de monde, aller vers un âge d'or, je pense que c'est ce
à quoi nous aspirons. Je suppose que les 25 participants à cette visioconférence aspirent à ce nouveau monde, à un monde de paix, d'harmonie, de fraternité, et de vivre autre chose que ce que vit l'humanité dans sa globalité aujourd'hui. Mais c'est à nous. On nous qualifie au sein de l'univers comme des kamikazes parce qu'on a voulu participer à une expérience excessivement difficile. Ces derniers temps, je méditais d'ailleurs sur les raisons de l'expérience que nous vivons. Alors, ce sont des réflexions que je vais vous faire part. Je ne dis pas que c'est la vérité, je ne dis pas que c'est une certitude, mais j'en ai déduit ça au fait, en lisant Aïnazé, qui disait que lui, il n'avait pas encore atteint le niveau de la réalisation. C'est-à-dire qu'il a atteint la 7e dimension, il vit dans des véhicules qui durent 100 000 ans, mais il n'a toujours pas atteint la réalisation. Or, il semblerait que l'expérience humaine ait pour but et pour fonction justement de nous permettre à nous d'accélérer le processus habituel qui s'étend sur des éons et des éons, de façon à atteindre ce que les veilleurs nous ont dit, l'illumination, c'est-à-dire la réunion de l'âme-personnalité avec l'âme-énergie. Donc notre expérience Terre serait une façon d'accélérer le processus de réunification entre l'âme-personnalité et l'âme-énergie. Donc, nous aurions quand même une certaine chance à participer à cette expérience, même si elle est particulièrement difficile. Aïnazé le reconnaît, lui, il n'a pas vécu des difficultés aussi importantes que celles que nous vivons depuis déjà un certain nombre de millénaires d'ailleurs. Bien, Marielle, on a terminé ? Oui, c'est bien. Très bien, puis, je vais donc passer la parole à Michel, pardon. Michel, à toi. Voilà. Alors, tout à l'heure, Anna a fait allusion un peu au triangle des Bermudes. Je me posais la question de savoir si ça pouvait être une porte d'entrée ou une porte de sortie, d'ailleurs. Ça, c'est la première question. Donc, au niveau de la Terre creuse, si j'ai bien compris, il y aurait 7 états, entre guillemets, étages plus ou moins évolués. Donc, qui dit évolution dit des vibrations différentes. Et est-ce que nous, on est... Gaïa, je suppose qu'elle les émet, mais est-ce que nous, on pourra à un moment ou à un autre s'en, entre guillemets, nourrir pour notre évolution? Merci. Bien, en ce qui concerne le triangle des Bermudes, il semblerait que l'on ait affaire là à ce que l'on appelle une porte aléatoire. C'est-à-dire que pour passer d'une dimension à une autre, de la 3e à la 4e, de la 4e à la 5e, ou de la 3e à la 5e directement, il faut emprunter ce que l'on appelle une porte de passage. Une porte de passage, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit où les forces cosmiques et telluriques ont une puissance particulière qui permettent d'influer notre corps. C'est-à-dire que les énergies sont telles que l'on va décrocher notre corps psychique du 3e corps, notre corps physique du 3e corps psychique pour l'ancrer au 4e. Donc c'est une porte de passage qui va permettre de passer d'une dimension à une autre. Et il semblerait que le triangle des Bermudes, dans le triangle des Bermudes, il se manifeste un certain nombre de portes dites aléatoires. Il existe des portes fixes, et il existe des portes aléatoires. Les portes fixes, ce sont des portes qui ont lieu toujours aux mêmes endroits, qui fonctionnent, mais uniquement à un certain moment de l'année, à une heure particulière de la journée. Si tu as lu mes ouvrages, je fais un certain nombre d'études sur cette question-là. Donc pour emprunter ces portes, il semblerait par exemple que la cathédrale de Chartres ait une porte de passage qui est une porte fixe. Mais seuls les initiés savent emprunter ces portes pour passer d'une dimension à une autre. Et il se passe donc des portes aléatoires. Ces portes aléatoires peuvent faire passer d'une dimension à une autre, mais elles peuvent aussi
faire passer d'une période de notre temps à une autre période. C'est-à-dire qu'on reste dans la même dimension, mais on change de fréquence, on va se retrouver à une autre période. C'est-à-dire on va faire un saut dans le temps. Anna nous a bien expliqué justement ces notions-là lors de sa dernière visioconférence. Et on a la possibilité de, par l'intermédiaire d'une porte, de sauter dans le temps ou bien de passer d'une dimension à une autre. Si tu veux, je peux expliquer ceci par un schéma. On prend par exemple les ondes courtes. Au sein des ondes courtes, on va pouvoir changer de fréquence. Ça, c'est dans le temps. On reste dans les ondes courtes. Par contre, si des ondes courtes, on passe aux ondes longues, là, on change de plan. Et là, sur ce nouveau plan, qui peut être la 4e dimension, on va pouvoir aussi voyager dans le temps. Même chose pour la 5e. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre par cette image, mais j'espère que tu as compris cette possibilité de porte de passage aléatoire ou fixe. Alors, Anna pourrait nous raconter, parce qu'il y a une région qu'elle a habitée qui était bien connue pour ses portes aléatoires. Tu peux nous en parler, Anna ? Tout à fait, je pense que tu fais référence à la forêt d'Orient, la mystérieuse forêt d'Orient. Tout à fait. Il y a des phénomènes tout à fait extraordinaires. Alors, on a déjà des phénomènes d'OVNI. Vous savez, il y a 2 lacs artificiels qui ont été installés, je crois dans les années 60, ou à peu près dans ces zones-là, pour éviter les inondations sur la ville de Paris, comme la grande inondation de 1910 qui a été catastrophique. Donc, les 2 lacs artificiels ont donc été conçus à l'époque pour empêcher l'excès d'eau qui arrive dans le bassin parisien et cause des catastrophes. Mais depuis la construction, on va dire, de ces 2 lacs, l'établissement de ces 2 lacs, il y a énormément d'observations d'OVNI qui rentrent dans le lac ou qui en sortent. Donc, y aurait-il là des portes, puisque une fois que l'OVNI, par exemple, plonge dans le lac, on ne le revoit plus. Ou alors, il faut attendre le lendemain ou le surlendemain pour de nouveau voir une manifestation. Moi, j'ai fait une étude sur les phénomènes mystérieux de la forêt d'Orient et j'ai eu des témoignages très intéressants, parce qu'à l'époque, je faisais partie d'un groupe de développement territorial et je travaillais avec les maires des communes. Et en fait, ce sont les maires des communes qui ont osé me raconter des choses dont ils avaient été témoins. Et là, je vous assure il faut s'accrocher, hein, parce que je pense à Madame la maire d'une petite commune, que je ne citerai pas tout de même, j'ai gardé son anonymat, qui a vu l'ouverture d'une porte un soir en plein milieu d'une petite route départementale qu'elle empruntait pour se rendre à une réunion justement avec d'autres maires, et où elle a vu l'ouverture d'une porte. Elle a été obligée de se cacher parce qu'elle a eu très peur. Ça a duré plus d'1 quart d'heure, donc la porte est restée ouverte longtemps. Et elle a tout de même attendu que le phénomène s'estompe pour oser sortir du fossé où elle s'était cachée avec son vélo, la pauvre, parce qu'elle était complètement terrorisée. Alors vous avez un auteur qui s'appelle J. Gueux, qui a écrit sur ce phénomène, qui a écrit toute une trilogie d'ailleurs, en imaginant un personnage bien sûr romancé, mais par contre les phénomènes qu'il cite sont réels. Et il y a aussi le témoignage des 2 fondateurs d'un parc d'attractions qui s'appelle Nigoland, qui est au cœur de la forêt d'Orient, qui eux vivaient là-bas et ont assisté à énormément de phénomènes de ce type. Donc oui, il y a des coins. Moi, j'ai vu l'ouverture d'une porte. Personnellement, j'ai assisté à un phénomène extraordinaire à la commanderie de Montfort-sur-Argence, qui est donnée comme la maison la plus hantée de France. Alors, on ne va pas parler de hantisme, mais plutôt de déphasage spatio-temporel, parce que m'a expliqué le propriétaire, il y avait un couloir dans cette commanderie, si vous voulez. Le propriétaire m'a emmené dans le couloir, mais il m'a dit restez à côté de moi, ne bougez pas, ne traversez pas le couloir. Par contre, il a appelé un jeune qui était là, un jeune homme qui était avec nous, et il lui a demandé, sous un prétexte fallacieux, d'aller chercher quelque chose dans une autre partie de la commanderie, donc d'emprunter le couloir. Et à la moitié du couloir, le jeune homme s'est effondré au sol. Il a perdu connaissance. Donc le propriétaire m'a dit, vous avez vu ce qui s'est passé. Il est très vite revenu à lui. On lui a demandé ce qu'il avait ressenti. Il nous a dit qu'il avait eu l'impression de prendre un coup derrière la nuque. Et le propriétaire m'a expliqué que c'était une anomalie de construction que les Templiers maîtrisaient totalement. C'est-à-dire qu'en fait,
les murs ne sont pas droits, ils sont légèrement inclinés d'une certaine manière, parce que d'après lui, les Templiers maîtrisaient le déphasage spatio-temporel et étaient capables de truquer des lieux pour que ce soit des lieux de passage. Alors il y a énormément de légendes qui courent dans la commune, parce qu'on voit apparaître des choses, on voit disparaître des choses, et nous-mêmes nous avons assisté pendant les 2 jours où nous sommes restés à des phénomènes tout à fait extraordinaires, spectaculaires et difficiles à croire et à raconter. Donc oui, je pense qu'il y a des portes un petit peu partout, même peut-être dans beaucoup plus d'endroits qu'on l'imagine. Et je voulais simplement, je profite que j'ai le micro, je ne vais pas le reprendre tout à l'heure, pour dire que j'ai fait un oubli tout à l'heure tout de même assez dramatique, c'est que dans les auteurs que je vous ai cités, j'ai oublié de parler de Nicolas Maurice, qui parle, lui, de sa descente dans le monde souterrain, dans un voyage en Asie. Il y a plusieurs livres qui ont été écrits par lui, mais celui qui relate donc le voyage en Asie, le grand périple qu'ils ont fait pour traverser le désert de Gobi, en fait, il a passé 3 jours à l'intérieur de la Terre, et c'est raconté dans le livre qui date de 1800 et quelques. Là, c'est un témoignage vécu ancien et d'un personnage dont on ne peut pas mettre le sérieux en doute parce que c'est quelqu'un de très estimable. Voilà, j'espère avoir répondu à la question, Michel. Oui, merci. Merci. Michel, tu avais une autre question à poser ou pas? C'est bon? Non, c'est bon, c'était des vibrations par le noyau de la Terre, parce que le noyau normalement est magnétique, donc je suppose que tout ça s'est calé entre l'écorce terrestre et le noyau magnétique, je pense. Alors. Et il y a des vibrations de ces peuplades qui sont plus évoluées que nous, doivent interférer avec nous. Là, c'est un peu difficile à répondre à ta question. Alors, moi, mes travaux, qui remontent à 1975, mais c'était tout à fait scientifique. À l'époque, je cherchais des explications, comme je l'ai dit dans l'exposé, à la gravité. Donc, au départ, ce n'était pas du tout des questions d'étoiles creuses ou d'astres creux. Je cherchais uniquement une explication plausible à la gravité. Et c'est en recherchant une explication plausible que j'ai compris que la gravité, en fin de compte, était simplement due à la circulation des énergies mises en mouvement par le Soleil et la Terre. C'est-à-dire qu'il y a une énergie qui pénètre la Terre de nuit et qui ressort de jour de manière permanente. Et donc, la pression de nuit est plus importante sur la Terre qu'elle n'est de jour. Et c'est cette différence de pression qui engendre la forte attraction gravitationnelle telle que Newton l'a expliqué. Et ça a été confirmé dans les écrits de Crayon. Crayon, je ne sais pas si vous avez lu ses ouvrages, il a écrit une quinzaine d'ouvrages. C'est un grand scientifique qui a participé à la mise en place du champ électromagnétique terrestre et il expliquait que la gravité était justement due à cette circulation des énergies. Et on comprend parfaitement que ces microélectrons qui exercent cette pression-là, traversent la Terre, contournent le continent intérieur, ressortent de l'autre côté et bouclent dans l'espace sous forme de champ électromagnétique. Et donc on a une explication de ce qu'est un champ électromagnétique, et en particulier le champ électromagnétique terrestre. Donc on comprend un petit peu mieux. Et à la suite donc de cette première hypothèse sur l'existence de particules qui constitueraient l'espace, donc j'avais qualifié en 1975 ces particules comme étant des microélectrons, j'ai poursuivi mes recherches pour étudier l'interaction entre ces microélectrons, la matière, ces microélectrons et l'antimatière. Et c'est là que je me suis rendu compte que ce que l'on appelle les forces de cohésion, c'est-à-dire qu'une matière, pourquoi une matière reste-t-elle cohérente? Qu'est-ce qui fait que les forces de cohésion s'exercent? Qu'est-ce qu'une force de cohésion? Et là, j'ai compris ce que les scientifiques ne savent pas encore aujourd'hui, expliquer ce qu'est une force de cohésion. Eh bien, la force de cohésion, ce sont les particules qui rentrent à l'intérieur de la matière et qui créent ce que l'on appelle un gradient de pression.
C'est-à-dire que la pression est plus faible à 1 cm, un peu plus faible encore à 2 cm, etc. Donc il existe un gradient de pression, et c'est la différence de pression qui provoque les forces de cohésion. Et en travaillant sur la question, je me suis rendu compte que plus la pression était grande, plus ces forces de cohésion étaient importantes pour l'antimatière. Par contre, elles étaient presque nulles pour la matière. Ce qui fait qu'en remontant à l'origine du Big Bang, là où la pression du milieu est excessivement grande, et c'est elle qui provoque l'expansion de l'univers, ça les scientifiques le reconnaissent aujourd'hui, eh bien, je me suis rendu compte que, compte tenu de ces forces de cohésion, l'antimatière se formait sous la forme de sphère, alors que la matière était diffuse, et que la sphère d'antimatière créait ce que j'appelle une sphère d'inversion des forces gravitationnelles à une certaine distance, et que la matière revenait autour de cette sphère d'antimatière. Ce qui fait que j'ai compris, à l'époque, c'était dans les années 75, que les étoiles étaient creuses. Et progressivement, avec le temps, j'ai découvert un certain nombre de faits scientifiques, d'observations scientifiques, qui prouvent en effet que les étoiles sont bien creuses. Et au centre de ces étoiles-là, cette antimatière, en fait, les scientifiques appellent ça un trou noir. C'est-à-dire qu'un trou noir serait de l'antimatière. Et de plus en plus d'astrophysiciens aujourd'hui sont convaincus, en effet, que les trous noirs seraient constitués d'antimatière. Donc, au fur et à mesure, j'avais la conviction que les étoiles étaient creuses, mais pour les planètes, ça, c'était un autre problème. Donc, j'ai émis une hypothèse comme quoi les planètes ne naissaient pas, comme les scientifiques le pensent, par attraction gravitationnelle de blocs dans l'espace, mais que sous l'action de certaines forces, peut-être le passage d'une vague systémique importante, eh bien, le noyau central du Soleil constitué d'antimatière se déformait, qu'il y avait une partie centrale qui se détachait, qui traversait la croûte de matière, donc antimatière-matière, qui serait entraînée, et la matière restant à une certaine distance de l'antimatière, ce qui ferait que les planètes naîtraient du Soleil et seraient creuses. Donc ce serait de la matière en fusion, antimatière et matière, et comme les forces centrifuges font que la matière est plus épaisse à l'équateur, beaucoup moins épaisse au nord, au pôle nord, et les forces centrifuges fait qu'il y a 2 ouvertures polaires. Donc j'expliquais la formation, mais du point de vue théorique seulement, des planètes sur cette possibilité-là. Mais je n'avais jamais lu l'amiral Byrd, je ne connaissais pas du tout Olaf Jensen, je n'avais pas lu du tout tous les bouquins d'aujourd'hui, c'était dans les années 1975, et ce n'est que progressivement avec le temps que je me suis dit que mon hypothèse n'était peut-être pas si idiote que ça, et que peut-être que la Terre était réellement creuse. Alors je vais vous reciter un autre témoignage d'Ignalia, notre sœur des Pléiades. Voici ce qu'elle dit. « L'intérieur de votre Terre est creux. Un soleil y réside, permettant la vie comme sur la croûte extérieure de cette planète. Chaque humanité vit dans une des réalités physiques du Rancia Gaïa. Votre conscience sera touchée par des informations révélant autant la vie stellaire que la vie intraterrestre. Il est même possible que certaines portes d'accès du centre de la Terre s'ouvrent à quelques-uns d'entre vous afin qu'ils puissent témoigner de la réalité de leur existence. » Voici ce que dit Ignalia. Je peux vous citer aussi, si vous le souhaitez, puisque je vois qu'il n'y a pas d'autres mains levées, un témoignage d'Adama dans le tome 1 de Télos. Voici ce qu'Adama dit dans le tome 1 de Télos. « Toutes les planètes sont creuses, autant celles de ce système solaire que de l'ensemble de l'univers. Naturellement, elles ne possèdent pas toutes une densité tridimensionnelle, mais elles sont toutes creuses à l'intérieur. La plupart sont peuplées de sociétés appartenant à diverses dimensions, surtout à la 5e et au-delà. Bien qu'il y ait encore plusieurs astres tridimensionnels au sein de la création, ils comptent peu pour ceux qui sont à 5. Ils ne sont pas tous habités à leur surface, mais tous abritent des peuples à l'intérieur.
au centre de la Terre et sous la croûte terrestre sont rassemblés un grand nombre de civilisations très anciennes, venues de mondes et d'univers éloignés il y a plusieurs éons. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions, suggestions, commentaires à faire? Claude, il y a Mireille qui avait levé la main. Ah, Mireille, t'aurais-je oublié? Mireille? Oui, bonsoir. Alors, moi, je lis assidûment un site sur Internet, c'est ducielalaterre.org. Et entre autres, il y a des messages de Monique Mathieu qui canalise des êtres de lumière. Et elle a fait un voyage, on l'a emmenée au centre de la Terre. Et donc, j'ai noté quelque chose, et après, donc, elle nous dit qu'elle aperçoit un immense passage et se heurte à un mur invisible, un mur d'énergie, et deux êtres lui proposent de venir avec eux, et donc, elle voit qu'ils ont un corps physique et qu'ils sont réels. Donc, ils la font descendre à l'intérieur de la Terre, et ils lui disent qu'il y a trois niveaux. Celui du cœur de la Terre, celui de la dimension où se trouve l'Agartha, le roi du monde, et une dimension où se trouvent les réfugiés de certaines catastrophes du monde terrestre. Et donc, ces êtres lui disent que il y aura une rencontre des gens de l'extérieur et de l'intérieur lorsque les humains de la croûte extérieure auront fait un travail sur eux, un travail d'amour, puisque c'est l'amour qui sauvera, entre guillemets, notre civilisation. Tout à fait, Mireille, merci pour ton témoignage. Je pense que beaucoup lisent en effet les articles de Monique Mathieu qui sont intéressants, on va dire. Bon. Mais c'est beaucoup d'encouragement surtout. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'informations, mais par contre des expériences et des encouragements. On nous encourage beaucoup en effet à travailler l'amour, à travailler les qualités d'être. Hein. C'est vrai que c'est vraiment très, très, très important. Voilà. Et elle dit aussi qu'ils sont des engins qui traversent la matière et leur permettent de rendre visite à nos frères sur d'autres mondes. Voilà. Donc ils ont une technologie, on va dire, une évolution spirituelle supérieure à la nôtre. Oui, oui, ils ont des engins de déplacement. D'ailleurs, les déplacements au sein de l'univers ne se font pas en troisième dimension. Ils se font dans des fréquences vibratoires beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevées, ce qui permet d'ailleurs à la matière d'être beaucoup plus de densité moindre et donc d'avoir des possibilités d'avoir des vitesses faramineuses. Mais il faut savoir aussi que beaucoup d'êtres qui viennent de galaxies lointaines ont la capacité de ce que l'on appelle la téléportation, et Agnazé disait qu'il utilisait avant tout essentiellement la téléportation quand lui-même voulait rendre visite à sa famille sur sa planète d'origine. Par contre, les voyages avec engins sont nécessaires quand il s'agit d'apporter des éléments de construction. Récemment, par exemple, Boans a accueilli de nouveaux animaux, de nouvelles plantes, etc. Il est bien certain que ça ne se fait pas là par téléportation. Ce sont des vaisseaux ravitailleurs qui viennent de très très loin, qui voyagent à des vitesses supraluminiques, qui apportent tous ces éléments-là. Bon, à l'origine, c'est vrai, quand il a construit la cité, il y a eu beaucoup de navettes interplanétaires entre son lieu d'origine et notre planète pour venir. Alors, je précise quand même que ce n'est pas le hasard qui les a amenés sur notre planète, ce sont les sages responsables de notre univers et de l'expérience que nous vivons qui leur ont demandé de venir pour participer à la sauvegarde de l'humanité. C'est-à-dire que leur rôle avec un certain nombre de cités intraterrestres, je l'ai déjà dit et répété, avait pour but de venir protéger la planète Terre. Alors lui-même, Agnazé, dit qu'il n'a pas toutes les informations.
il répond aux demandes des sages de l'univers. Ils sont venus faire un certain travail qui relève d'une technologie très 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 avancée, dont on a certainement peu conscience, nous, à notre niveau-là. Mais disons, dans les grandes lignes, il s'agissait d'établir un champ électromagnétique de protection de la planète Terre, parce que le tsunami cosmique qui va déferler, comme il l'explique, a une puissance équivalente à 500 000 volts. Et s'il n'avait pas construit ce champ de protection qui a été démarré le 31 décembre 2011, il a été démarré en 2011, s'il n'avait pas, et je précise que actuellement on a déjà les prémices scientifiques de ce champ électrique, je vous en ai déjà parlé, avec le puits de Schumann, avec les pôles magnétiques qui se déplacent. On a des informations comme quoi, en effet, le champ électrique de la Terre est en modification. Et donc, ils disent que si ce champ de protection n'avait pas eu lieu, eh bien, il n'y aurait plus de vie sur Terre dans un très proche avenir. Il n'empêche que le champ électromagnétique de protection va réduire la puissance du champ équivalent à 500 000 volts, on va peut-être le réduire à 500 volts, mais il va quand même agir sur nos corps. Nous allons subir de plus en plus d'influence, et donc ne vous étonnez pas si vous voyez parmi les gens que vous côtoyez des changements d'attitude, de comportement. Il se pourrait bien que ce soit justement à cette modification de ce que l'on appelle l'éther, de la pression de cet éther qui nous traverse en permanence. Voilà ce que je pouvais dire. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Sinon, je peux vous parler un tout petit peu de l'amiral Byrd. L'amiral Byrd donc, était grand chancelier de l'ordre de Lafayette et de la Croix du Mérite, secrétaire perpétuel de l'Académie fédérale de la médecine et des sciences. Et selon ses dires, il aurait vécu une incroyable aventure dans les glaces du pôle Nord. Il serait rentré tout à fait par hasard avec son avion à l'intérieur, justement, par l'ouverture polaire nord, à l'intérieur du continent intérieur. Voici une partie de son témoignage, parce que son témoignage est beaucoup plus important. Si vous voulez faire des recherches à son sujet, vous pourrez toujours le faire. Voici son témoignage qui a été publié après qu'il ait quitté ses fonctions, qui l'obligeaient bien sûr au silence. Je dois écrire ce carnet de bord secrètement et dans l'ombre. Il concerne mon vol arctique du 19 février 1947. Il viendra le temps où la pensée rationnelle des hommes deviendra insignifiante et que l'on devra accepter l'inévitable vérité. Vérité qui aujourd'hui nous est bien cachée. Bon, on essaie ensemble de lever le coin du voile. Bon, je pense que les temps sont venus maintenant de lever un petit peu le coin du voile. S'il n'y a pas d'autres questions, je peux vous parler aussi un tout petit peu d'Olaf Jansen. Donc, Olaf Jansen est un jeune pêcheur norvégien qui a accompagné son père à la pêche dans le Grand Nord. Il raconte qu'ils se sont perdus et qu'ils sont entrés par hasard dans le continent intérieur après un long périple. Il dit y avoir rencontré des habitants et après un retour difficile, quelques années plus tard, il rentra en Norvège et il raconta son voyage. Il fut interné en hôpital psychiatrique car tout le monde pensait qu'il délirait. Après sa sortie de l'hôpital, il se tut et émigra aux États-Unis. Ce n'est qu'à la veille de sa mort qu'il confia le récit de son voyage qu'il avait écrit et qui est particulièrement détaillé, qu'il confia le récit de son voyage à l'intérieur de la Terre creuse à l'un de ses amis qui le publia. C'est pas très épais, hein, je pense qu'on le trouve sur Internet. J'ai eu l'occasion de le lire, mais ça fait déjà maintenant assez longtemps. Alors, écoutez, ça fait déjà 1h20 que nous sommes en visioconférence. Si personne d'autre n'a d'autres questions sur ce sujet, on va clore cette réunion.
Le mois prochain, je vous parlerai aussi d'une question qui est paraîtra peut-être aussi un peu trop scientifique, je ne sais pas, c'est l'univers, le Big Bang, un ou plusieurs Big Bang, etc. Donc on parcourra ensemble l'univers depuis le Big Bang originel jusqu'aux confins de l'expansion de l'univers et le retour vers la source. Donc je vous expliquerai tout ça dans ma visioconférence du mois prochain. Mais en attendant, dans 15 jours, nous avons rendez-vous avec bien sûr Anna. Je ne sais pas si elle est encore en ligne. Oui, elle est encore en ligne, Anna. Donc Anna, dans 15 jours, nous poursuivons nos échanges. Avec plaisir. Voilà, alors, je vous suggère de préparer vos questions pour les